Une anthologie présentée par Roger Martin. La dimension policière, 9 nouvelles, de Hérodote à Vautrin, aux éditions Librio. De tout, un peu sur le genre policier. Les origines du genre policier constituent un morceau de choix des controverses passionnées lors des conventions et autres festivals de polar, et bien au-delà de la France. En général, les critiques font assaut d'érudition, oubliant simplement de signaler ce qu'ils doivent au travail considérable de Régis Messac, qui dans le Détective Novel et l'influence de la pensée scientifique avait dès 1929 exprimé l'essentiel sur le sujet. Disons en préambule que le genre est universel, qu'il n'est pas, malgré certaines affirmations aussi péremptoires que hasardeuses, l'apanage des démocraties. L'Italie fasciste, l'Espagne franquiste le connaissaient, tous comme la Russie soviétique ou la RDA. Les auteurs situant leurs intrigues à l'étranger, le crime ne pouvant exister dans une société idéale. Cette universalité, société, police, crime, nature humaine, permet d'avancer que le genre policier, qu'il soit français, anglais, espagnol, russe ou japonais, s'abreuve à des sources communes, auxquelles, bien entendu, il convient d'ajouter celles propres au génie et à l'histoire de chaque peuple. Quelques sources anciennes. Le policier de langue française, on aura soin de ne pas oublier que Simon Stimanson belge, par exemple, n'a pas ignoré la plus connue de ses sources, la Bible, avec l'anecdote de Daniel et les prêtres, celle de Suzanne et les vieillards, mais aussi 100 autres, d'une noirceur indicible, qui ont fait parfois dire d'elle qu'il s'agissait du plus terrible roman noir jamais écrit, et de son inspirateur, qu'il fut le premier et le plus efficace des serial killers de tous les temps, Napoléon, Hitler et Staline inclus. Powell lui-même, le prédicateur sadique de la nuit du chasseur, ne confirme-t-il pas ? Seigneur, tu n'es pas contre l'assassinat, la Bible est pleine d'assassins. Parmi les autres sources, on n'oubliera pas les tragédies antiques. Oedipe finira logiquement à la série noire, les 1001 nuits et nombre de récits d'auteurs grecs ou latins, dont, passez-nous du peu Ésope, Hérodote dont on pourra entendre ici les fils de l'architecte, pierre angulaire, du genre encore à venir. De Zadig au barbier de Séville. Je ne m'appesantirai pas sur des chroniques chinoises mettant en scène au 7e siècle un certain juge Di, dont le célèbre sinologue Van Gulik s'inspira, ni sur d'autres récits chinois des 14 et 15e siècles. Ils ne seront traduits que beaucoup plus tard, pas plus que Shakespeare, dont Hamlet et surtout Henry VI, avec son véritable cours de médecine légale, seront pourtant largement connus du public français et non sans rapport avec notre genre. Il faudra attendre le XVIIIe siècle pour trouver trace de nouveaux éléments policiers dans notre littérature. Impossible de ne pas citer Voltaire et son Zadig avec les épisodes dits du « Cheval du roi » et de « Les bagnoles de la reine », dont les critiques les plus sagaces ont retrouvé les origines dans un texte italien du XVIe siècle, démarqué d'un récit des 1001 nuits, inspiré lui-même d'une histoire d'un érudit arabe du Xe siècle, qu'il aurait emprunté à un récit talmudique du IIIe siècle. De Voltaire, on passera à Beaumarchais, dont la vie fut un roman noir, et qui manifesta toute sa vie un goût affirmé de l'intrigue. Le père de Figaro ne renâclait pas devant de petits exercices de détection. Dans Gaieté de l'amateur français, par exemple, un texte daté du 6 mai 1776, où un personnage, à partir d'un manteau de femme trouvé dans un théâtre, décrit avec minutie sa propriétaire. Ou bien encore, dans Le Barbier de Séville,
qui présente un embryon de détection à la scène 11 de l'acte 2. Vidocq et ses émules. Tout cela n'est pourtant que hors d'œuvre, et c'est bien le XIXe siècle, avec ses classes laborieuses, classes dangereuses, la structuration d'une véritable police moderne, la figure emblématique de Vidocq et ses mémoires, les faux et les vrais, traduits dans toute l'Europe et lus attentivement par Edgar Allan Poe, qui verra le passage des éléments épars constitutifs du genre au genre lui-même. Alors, les érudits du policier auront beau déclarer sa naissance avec les premiers récits de Poe et spécialement la parution en 1841 dans Graham's Magazine de double assassinat dans la rue Morgue, on leur répondra que la Grande Bretèche de Balzac date de 1832, que Une ténébreuse affaire paraît aussi en 1841. Ils souligneront que Poe écrit un récit aux règles strictement policières. C'est-à-dire, fondé sur la détection, on leur rétorquera que Balzac illustre un autre aspect du genre qui mérite pleinement le qualificatif de « noir ». Mais laissons là ces querelles d'exégètes et n'enrégimentons pas Balzac sous l'uniforme polar, comme si nous avions à toute force besoin de donner des lettres de noblesse au genre pour le défendre contre d'éventuels détracteurs. Contentons-nous de souligner que le stupide XIXe siècle est en vérité, outre l'âge d'or du roman français, celui du développement et de la consolidation du genre policier. Qu'on en juge, Balzac dans une bonne partie de son œuvre, Hugo dans Les Misérables, Sue dans Les Mystères de Paris, Dumas dans Les Mohicans de Paris, et 20 autres de moindre talent lui emprunteront maint élément. Est-ce par hasard, lorsqu'on considère que ces 4 auteurs ont en commun d'être contemporains et de s'inspirer de la même source, l'inusable Vidocq, qu'ils ne dédaignèrent pas, Balzac le premier, de fréquenter? C'est toujours au XIXe siècle qu'en 1863, un certain Émile Gaboriau, avec L'Affaire Le Rouge, roman de mœurs, roman social, roman de détection et roman judiciaire, tout à la fois, suivi d'une dizaine d'autres œuvres notables, dont le remarquable Crime d'Orcival, chef-œuvre du genre pour Michel Lebrun qui s'y connaissait, allait lancer le roman policier et le lancer loin. Sir Arthur Conan Doyle et Lady Agatha Christie. La suite, on la connaît. Un certain Arthur Conan Doyle qui a beaucoup pratiqué Poe et Gaboriau et qui créera le couple le plus célèbre, 1000 fois imité, jamais égalé, de la littérature policière, Sherlock Holmes et le docteur Watson, donne le la et génère le formidable succès populaire du genre. On peut dire que alors, toutes les conditions sont réunies pour qu'il se codifie et s'émancipe en même temps, si l'Angleterre va tenir le haut du pavé avec des dizaines d'auteurs de qualité, dont Chesterton ou Anthony Berkeley, et surtout Agatha Christie, qui exploitera avec infiniment d'habileté le roman jeu, le roman problème, amenant des millions de lecteurs à se demander avec elle qui a tué le professeur Violet dans le petit salon avec la clé anglaise. Le roman policier frappe aussi chez nous. En France, où l'on se veut plus frondeur, il préfère narrer les exploits hauts en couleur d'un gentleman cambrioleur très franchouillard qui doit beaucoup à D'Artagnan et à Cyrano de Bergerac ou d'un reporter aventureux et gouailleur, Rouletabille, quand ce ne sont pas ceux d'un fantomas qui pourrait souffler à Moriarty son titre de Napoléon du crime. Ici, contrairement à l'Angleterre, on ne se soucie pas tant de détection pure, de joute intellectuelle entre auteur et lecteur, entre criminel et génial détective, que d'action, d'aventure, de panache, de rebondissements parfois mélodramatiques. Aux drames intimes de la chambre close, on préférera les grands espaces du crime populaire. Cigarettes, whisky et petite pépé.
Le policier classique, privilégiant l'énigme, a du souci à se faire. De l'autre côté de l'Atlantique, son lectorat ne demande qu'à passer à l'ennemi. La lassitude commence à poindre devant les intrigues bien huilées, mais trop policées, des romanciers anglais et de leurs imitateurs américains. C'est que les États-Unis ne trouvent plus leur compte à cette littérature, un rien suranné, où de vieilles dames très propres sur elles dissertent, tasse de thé à la main et petits doigts levés autour d'un cadavre tellement bien élevé qu'il a pris soin de ne pas saigner plus que de raison sur le tapis persan. L'Amérique des années 20 est un volcan. Chaque jour s'y déversent des milliers d'immigrants. Les États s'organisent avec peine. La loi est bien souvent difficile à appliquer. À l'autonomie des pouvoirs locaux s'ajoute le redoutable piège de la démocratie formelle avec ses élections tout azimut. Juges, magistrats, shérifs, responsables d'écoles sont élus et partant sous la dépendance directe de leurs mandants. Le puritanisme officiel, avec la prohibition, l'interdiction des loteries et autres paris, a favorisé l'émergence et l'explosion d'un banditisme organisé redoutable. La crise qui mûrit et qui éclatera en 1929 entraîne des mouvements sociaux durement réprimés par la police et les milices patronales. Les raids se multiplient contre les syndicalistes. Le Ku Klux Klan compte jusqu'à 5 millions de membres et fait ou défait juges, shérifs, sénateurs et gouverneurs. L'Amérique est incontestablement le pays de la violence. C'est dans ce contexte que se développent des nouveaux moyens d'information. Le dime novel, le roman à 10 sous, qui connaît depuis 1865 une vogue incroyable grâce à son prix modique et ses récits simplistes, va laisser la place au pulp. Ces revues faites de mauvaises pulpes de bois qui proposent jusqu'à 1 million de mots par livraison pour un prix dérisoire. Alors, le roman problème va céder beaucoup de terrain, comme d'ailleurs le roman psychologique bien léché. Les pulps renouent sous l'impulsion d'écrivains dont le plus important reste Dashiell Hammett avec la génération des muckrakers, traduisez Les Fouilles le Merde, Jack London, Upton Sinclair, Frank Norris, Theodore Dreiser. On connaît la célèbre phrase de Chandler expliquant que Hammett a arraché le meurtre au vase vénitien et l'a jeté dans la rue. Hammett, qui disait lui-même qu'un détective privé ne veut pas être un savant découvreur d'intrigues à la Sherlock Holmes, mais un type dur et rusé, capable de se tirer de toutes les situations, capable de l'emporter sur quiconque, criminel, témoin ou client. Le roman noir est né. Il est américain. Avec lui, on parlera de hold-up tragiques, de vie de gangsters, de femmes fatales et de garces sublimes, de villes pourries et de corruption, de vengeance et de cupidité, d'alcool et de drogue, de racisme aussi. Il sera nocturne et urbain, violent et sanglant. Ses héros seront blasés, boiront sec, baiseront tout autant, encaisseront encore plus. Il utilisera l'argot et le langage des rues, se trempera à des sources plus populaires que son cousin anglais. Réussi, le roman noir se montre un formidable document sociologique, un roman de mœurs, un roman social sur fond de bruit et de fureur. Il peut alors essaimer dans tous les pays du monde. Il lui arrivera de le faire sous une forme nouvelle, celle du roman de procédure criminelle. Des scénarios 1000 fois répétés, des auteurs qui prennent trop de liberté avec la réalité, des héros trop coulés au moule. Et le détective privé musclé, buveur et séducteur devra céder la place au flic bedonnant infatigable escalateur d'escalier. L'inspiration a cédé le pas à la transpiration. Dans le verger du roi polar. D'année en année, l'arbre du roman policier se voit pousser de nouvelles branches. Preuve de sa vivacité et de l'élargissement de son lectorat, ses nombreux fruits mûriront simultanément. Aucun n'empêche les autres de se développer. Qu'on en juge par les épithètes employées pour le définir. Roman policier, d'énigmes, de détection, d'atmosphère, de mystère, de suspense, criminel, noir, dur, thriller, choqueur.
Encore ne s'agit-il là que d'une liste abrégée. Le roman policier est bien l'aquarium percé que voyait en lui Alain de Mouzon qui en écrivit de remarquables. Une auberge espagnole où l'on ne mangerait qu'à la carte. Il évoque irrésistiblement l'éléphant rencontré par des aveugles dans un récit de Kipling. Chacun en donne une description différente selon qu'il touche sa trompe, une défense, une oreille ou la queue. En France, tous les sous-genres évoqués se côtoient, coexistent, pacifiquement, en général. Malgré sa réputation d'exercice très codifié, aux règles très strictes, le genre y est frappé au coin de la variété. Le roman policier francophone est à l'image de la Samaritaine. On y trouve de tout. Du noir de noir avec Léo Mallet, dont la trilogie noire mérite plus d'attention que ses conventionnels et parfois nauséabonds Nestor Burma, bâti cependant sur une idée passionnante. Et surtout, Jean Meckert, dit Jean Amila, enfin, découvert, ou encore Paul Gérard et Francis Rick, et James Hadley Chase, français, Frédéric Dard, de l'atmosphère, avec Simenon, et plus tard Alain de Mouzon, du roman dur, avec Simonin, le Breton ou Lescaut. Du mystère poétique avec le génial Pierre Véry, du polar humoristique avec Ex Brayat, du truculent avec San Antonio, du suspense psychologique avec Boileau, Narcejac ou Brice Pellman, de l'inclassable avec Sébastien Japrisot ou Pierre Magnan. Et, brassant le tout avec prolixité et maestria, Georges J. Arnaud, l'homme aux 400 romans. Les collections, la couleur de leur couverture, témoignent de cette diversité. On n'achète pas indifféremment une série noire, un masque, un sueur froide, un spécial police ou un rivage noir. Le temps des cerises. Mais 68 sera un véritable coup de pied dans la fourmilière. Ces enfants, engouffrés dans la brèche pratiquée par Jean-Patrick Manchette, sacré bien involontairement chef de file du néopolar, ont empoigné réel, social et politique à bras le corps. Béton, drogue, barbouze, violence patronale envahissent des centaines de volumes qui se présentent comme des photographies d'un moment de l'histoire et dont la plupart témoignent davantage des bons sentiments de leurs auteurs que de leur réel talent. Pourtant, du lot, parce qu'ils nourrissent un véritable talent d'écrivain et qu'ils ont su se dégager des conventions du nouveau sous-genre, émergeront plusieurs auteurs qui accèdent à une véritable notoriété. Jean Vautrin, au pseudonyme balsacien, auquel convient comme un gant le qualificatif flaubertien, d'énorme. Frédéric Fajardy, aussi à l'aise dans un roman court que dans la nouvelle dont il se révélera un maître. L'exigeant et trop rare, Jean-François Villard. Thierry Jonquet qui réussit l'alchimie de l'humour noir et des savantes constructions entrelacées du roman fleuve. Didier Dennings, enfin, qui revisite brillamment l'histoire en exhumant inlassablement ses squelettes les mieux enterrés. Daniel Pénac aussi, et Daniel Picouli, envolé depuis pour de fabuleux tirages dans des collections blanches. Et d'autres encore, qu'on ne peut tous citer, et dont certains n'avaient pas attendu 68 pour tirer à boulet rouge et mettre à vif les plaies de la société. Parmi eux, l'iconoclaste J. B. Puy, Patrick Rénal, Robert Deleuze, Pierre Pelot, Hugues Pagan, Jean-Hugues Zoppel, Gérard Delteil, Jean Mazarin, Jean-Jacques Reloux, dont la plupart des livres ne peuvent laisser indifférent. Et puis, alors qu'elles avaient été très discrètes pendant des lustres, cantonnées en général au polar problème ou purement psychologique, c'est l'irruption des femmes dans le genre resté en France finalement très machiste, avec les romans de Béatrice Nicodème et Andrea H. Japp, ou encore de Maud Tabachnik. Ce sont des récits très noirs de Dominique Manotti et Brigitte Aubert ou le talent d'une Fred Vargas, qui allie goût des constructions savantes à des véritables bonheurs d'écriture. Mais le genre ne se borne pas au roman. Bien qu'ils en écrivent aussi, et souvent excellents, c'est dans l'art de la nouvelle que certains auteurs manifestent un véritable génie. Pierre Signac,
Marc Villard, Jacques Mondoloni, René Réhouven cisèlent des textes qui sont autant de petits joyaux, renouant ainsi avec les origines du genre. Un polar, sinon rien. On ne tombera pas ici dans les affirmations aussi stupides que péremptoires, qui proclament corps du polar, point de salut, et que le véritable talent se serait réfugié dans le genre. C'est trop souvent l'avis de gens qui ne lisent rien d'autre. Elle ne constitue d'ailleurs qu'une réponse du berger à la bergère et aux déclarations méprisantes de ceux pour qui la formule « c'est du polar » dit assez le mépris qu'ils ressentent pour cette littérature. Oublieux de la formule de Boileau, un classique pourtant. Tous les genres sont bons, sauf l'ennuyeux. Ce recueil, outre l'intérêt de réunir des textes difficiles à trouver et de grande qualité littéraire, montre, et c'est aussi son dessein, que nombre de bons auteurs, et des plus grands, se souciaient, comme d'une guigne des étiquettes. Comme Monsieur Jourdain avec la prose, il faisait alors du noir sans le savoir, jetant par la même occasion les bases d'un genre qui, comme les autres, charriera le pire et le meilleur. Texte écrit par Roger Martin. Par Hérodote, les fils de l'architecte. Selon les prêtres, à Protée succéda Rhampsinite. Ce roi posséda une immense somme d'argent, telle qu'aucun de ceux qui lui ont succédé n'a pu la surpasser, ni même l'atteindre. Or, il voulut thésauriser en toute sécurité. Il fit donc bâtir en pierre de taille une chambre dont l'un des murs était une partie de l'enceinte du palais. De son côté, le constructeur, complotant contre ses richesses, imagina de disposer l'une des pierres du mur, de telle sorte que 2 hommes, ou même un seul, pussent facilement l'ôter. Dès que la chambre fut achevée, le roi y déposa ses trésors. Le temps s'écoula, et le constructeur, étant près de la fin de sa vie, appela ses fils, car il en avait 2, et leur raconta comment, dans sa prévoyance pour eux, et afin qu'ils eussent abondance de biens, il avait usé d'artifice en bâtissant le trésor du roi. Après leur avoir clairement expliqué comment on pouvait enlever la pierre, il leur en donna les dimensions et leur dit que, s'ils ne les oubliaient pas, ils seraient les intendants des richesses royales. Il mourut, et les jeunes gens ne tardèrent pas à se mettre à l'œuvre. Ils allèrent la nuit autour du palais. Ils trouvèrent la pierre de la chambre bâtie en dernier lieu. Ils la firent mouvoir aisément, et ils emportèrent une somme considérable. Lorsqu'il arriva au roi d'ouvrir cette chambre, il fut surpris de voir combien il manquait de vases à son trésor. Il n'y avait personne à accuser. Les seaux étaient intacts et la chambre fermée. Comme, à 2 ou 3 reprises, le nombre lui en parut diminuer toujours. Car les voleurs ne se lassaient pas de piller. Il prit ce parti. Il ordonna que l'on fabriquât des pièges et qu'on les plaçât autour des vases qui contenaient son argent. Les voleurs vinrent, comme depuis le commencement. L'un d'eux entra, s'approcha d'un vase et soudain fut pris au piège. Il comprit aussitôt dans quel malheur il était tombé. Il appela donc son frère, lui apprit l'incident et lui enjoignit d'entrer au plus vite. « Coupe-moi la tête », ajouta-t-il quand l'autre fut près de lui, « car si je suis reconnu, je te perds en même temps que moi. » Le frère sentit qu'il avait raison, et il suivit son conseil. Puis, ayant rajusté la pierre,
Il s'en fut à sa maison avec la tête du défunt. Au point du jour, le roi se rendit à son trésor et fut stupéfait d'y trouver dans le piège le corps du voleur sans tête. La chambre n'offrait aucune marque d'effraction, et l'on n'y apercevait ni entrée ni sortie. Dans l'incertitude où le jeta une telle aventure, il imagina un nouvel expédient. Il fit suspendre le long du mur le corps du voleur, et plaçant à l'entour des gardes, il leur commanda de saisir et de lui amener quiconque il verrait pleurer ou gémir. Pendant que le corps était suspendu, la mère, terriblement exaspérée, s'entretenait avec son fils survivant. Elle finit par lui prescrire de s'ingénier, de délier le cadavre comme il le pourrait et de l'apporter en sa demeure, le menaçant, s'il n'obéissait pas, de le dénoncer au roi comme détenteur de ses richesses. Comme sa mère le pressait durement et qu'il ne gagnerait rien sur elle, malgré ses nombreuses instances, il eut recours à ce stratagème. Il bâta des ânes, puis, ayant rempli de vin des outres, il les chargea sur les ânes, qu'ensuite il poussa devant lui. Or, quand il fut en présence des gardes, auprès du corps suspendu, il tira à lui 2 ou 3 queues d'outres et les dénoua pendant qu'elles vacillaient, le vin alors de couler, et lui de se frapper la tête à grands cris, comme s'il n'eût su vers quel âne d'abord courir. Les gardes, cependant, à l'aspect du vin coulant à flots, se précipitèrent sur le chemin avec des vases pour en recueillir, comme s'ils ne se répandaient qu'à leur profit. L'homme feignit contre eux tous une grande colère. Il les accabla d'injures. Ensuite, voyant qu'il le consolait, il fit semblant de s'adoucir et de laisser tomber son courroux. Finalement, il poussa ses ânes hors du chemin et rajusta le chargement, tout en se prenant à causer avec les gardes. L'un de ceux-ci le plaisanta et s'efforça de le faire rire. En récompense, il leur donna une outre. Ils se couchent aussitôt et ne songent plus qu'à se divertir, s'écriant « Assieds-toi, reste à boire avec nous ». Il se laisse persuader et demeure avec les gardes qui lui prodiguent des marques d'amitié. Il ne tarde pas à leur donner une seconde outre. À force d'user de ce breuvage libéralement offert, les gardes s'enivrèrent complètement, et ils s'endormirent au lieu même où ils avaient bu. L'homme saisit le moment, et, la nuit étant venue, il délia le corps de son frère, puis, pour les outrager, il rasa la joue droite de chacun des gardes, chargea le cadavre sur ses ânes, et reprit son chemin, ayant exécuté les ordres de sa mère. Le roi, lorsqu'on lui apprit que le corps du voleur avait été enlevé, en fut irrité au dernier point, et voulant de toute manière que celui, quel qu'il fût, qui avait été si habile, fût découvert, il prit, dit-on, des mesures, à mon avis, tout à fait incroyables. Il envoya sa fille dans une maison de débauche. Il lui commanda d'accueillir pareillement tous les hommes et, avant de se livrer à eux, de les contraindre à lui raconter ce que, dans leur vie, ils avaient fait de plus artificieux et de plus criminel. Celui de qui elle entendrait quelques récits se rapportant au vol qui avait été commis, il lui était enjoint de le saisir si bien qu'il ne pût échapper. Tandis qu'elle se conformait aux injonctions de son père, le voleur apprit dans quel but elle menait une telle conduite, et, résolu à vaincre le roi en artifice, il coupa, près de l'épaule, le bras d'un cadavre encore frais. Il le plaça sous son manteau, il entra où était la fille du roi, et lorsqu'elle lui fit la même question qu'aux autres, il lui raconta ce qu'il avait fait de plus criminel, que son frère, dans le trésor du roi, ayant été pris au piège, il lui avait tranché la tête, que, plus habile que les gardes, il les avait enivrés et avait délié le cadavre suspendu de son frère. Celle-ci, dès qu'il eut achevé, le saisit, mais dans l'obscurité, le voleur lui avait tendu le bras du mort. Elle le prit, croyant tenir le bras de cet homme,
Mais il le lui abandonna, gagna la porte et s'enfuit. Lorsque l'on rapporta au roi toutes ces choses, il fut frappé de l'adresse et l'audace de l'homme. Enfin, il envoya dans toutes les villes et fit proclamer qu'il lui accorderait impunité et bon accueil s'il se présentait devant lui. Le voleur vint plein de confiance. Ramsinite l'admira grandement et lui donna sa fille en mariage, comme au plus ingénieux des hommes, estimant que les Égyptiens l'emportaient sur les autres mortels, et lui sur les Égyptiens. De Jean de La Fontaine, le lion malade et le renard. De par le roi des animaux, qui dans son antre était malade, fut fait savoir à ses vassaux que chaque espèce en ambassade en voyageant le visitait, sous promesse de bien traiter les députés, eux et leur suite, foi de lion très bien écrite, bon passeport contre la dent, contre la griffe tout autant. L'édit du prince s'exécute, de chaque espèce on lui députe. Les renards gardant la maison, un d'eux en dit cette raison, les pas empreints sur la poussière, par ceux qui s'en vont faire aux malades leur cours, tous, sans exception, regardent sa tanière. Pas un ne marque de retour, cela nous met en méfiance, que sa majesté nous dispense, grand merci de son passeport, je le crois bon, mais dans cet antre je vois fort bien comme l'on rentre, et ne vois pas comme on en sort. Fable, livre 6. Après Hérodote, voici Jean de La Fontaine, qui le goûtait fort, comme nombre d'auteurs antiques qu'il pratiquait assidûment. C'est que, si le livre 6 du premier recueil de fables de La Fontaine, publié en 1668 sous le titre Fables choisies, mise en vers par Monsieur de La Fontaine, est surtout connu pour le lièvre et la tortue, ou le chat, le cocher et le souriceau, il n'en recèle pas moins, avec le lion malade et le renard, un petit joyau d'exercice de détection. Pour être honnête, une grande partie du mérite en revient à l'inspirateur de La Fontaine, celui auquel il a abondamment recouru pour composer ce premier recueil. Ésope, esclave phrygien, ou Thrace, qui vécut selon Hérodote au VIe siècle avant Jésus-Christ, dont les fables avaient été traduites en français depuis 1628 et déjà imitées par d'autres fabulistes aujourd'hui bien oubliés. Ainsi, Guillaume Audin, auteur des 300 apologues d'Ésope, auquel La Fontaine empruntera beaucoup, et pour le lion malade et le renard en particulier. On comprendra alors que nous n'ayons pas résisté à proposer cette fable trop méconnue. De Beaumarchais, le manteau de taffetas noir. Gaieté faite à Londres, adressé à l'éditeur de la Chronique du Matin le 16 mai 1776. Monsieur l'éditeur, je suis un étranger français, plein d'honneur. Si ce n'est pas vous apprendre absolument qui je suis, c'est au moins vous dire, en plus d'un sens, qui je ne suis pas. Et, par le temps qui court, cela n'est pas tout à fait inutile à Londres. Avant-hier, au Panthéon, après le concert et pendant qu'on dansait, j'ai trouvé sous mes pieds un manteau de femme de taffetas noir, doublé de même et bordé de dentelle. J'ignore à qui ce manteau appartient. Je n'ai jamais vu, pas même au Panthéon, la personne qui le portait,
et toutes mes recherches depuis n'ont pu rien m'apprendre qui fût relatif à elle. Je vous prie donc, monsieur l'éditeur, d'annoncer dans votre feuille ce manteau retrouvé, pour qu'il soit rendu fidèlement à celle qui le réclamera. Mais afin qu'il n'y ait point d'erreur à cet égard, j'ai l'honneur de vous prévenir que la personne qui l'a perdu était ce jour-là, coiffée en plumes couleur rose. Je crois même qu'elle avait des pendeloques de brillants aux oreilles, mais je n'en suis pas aussi certain que du reste. Elle est grande, bien faite. Sa chevelure est d'un blond argenté, son teint éclatant de blancheur. Elle a le cou fin et dégagé, la taille élancée et le plus joli pied du monde. J'ai même remarqué qu'elle était fort jeune, assez vive et distraite, qu'elle marche légèrement et qu'elle a surtout un goût décidé pour la danse. Si vous me demandez, monsieur l'éditeur, pourquoi, l'ayant si bien remarqué, je ne lui ai pas remis sur le champ son manteau, j'aurai l'honneur de vous répéter ce que j'ai dit plus haut, que je n'ai jamais vu cette personne, que je ne connais ni ses yeux, ni ses traits, ni ses habits, ni son maintien, et ne sais ni qui elle est, ni quelle figure elle porte. Mais si vous vous obstinez à vouloir apprendre comment, ne l'ayant vue, je puis la désigner aussi bien, à mon tour je m'étonnerais qu'un observateur aussi exact ne sache pas que l'examen seul d'un manteau de femme suffit pour donner d'elle toutes les notions qui la font connaître. Mais, sans me targuer d'un mérite qui n'en est plus un depuis que feu Zadig, de gentille mémoire, en a donné le procédé, supposez donc, monsieur l'éditeur, qu'en examinant ce manteau, j'ai trouvé dans le coqueluchon quelques cheveux d'un très beau blond, attachés à l'étoffe, ainsi que de légers brins de plumes roses échappés de la coiffure. Vous sentez qu'il n'a pas fallu un grand effort de génie pour en conclure que le panache et la chevelure de cette blonde doivent être en tout semblables aux échantillons qui s'en étaient détachés. Vous sentez cela parfaitement. Et comme une pareille chevelure ne germa jamais sur son front rembruni, sur une peau équivoque en blancheur, l'analogie vous eût appris, comme à moi, que cette belle aux cheveux argentés doit avoir le teint éblouissant, ce qu'aucun observateur ne peut nous disputer sans déshonorer son jugement. C'est ainsi qu'une légère éraflure au taffetas, dans les deux parties latérales du coqueluchon intérieur, ce qui ne peut venir que du frottement répété de deux petits corps durs en mouvement, m'a démontré, non qu'elle avait ce jour-là des pendeloques aux oreilles, aussi ne l'ai-je pas assuré, mais qu'elle emporte ordinairement, quoiqu'il soit peu probable entre vous et moi, qu'elle eût négligé cette parure un jour de conquête ou de grande assemblée, c'est tout un. Si je raisonne mal, monsieur l'éditeur, ne m'épargnez pas, je vous prie. Rigueur n'est pas injustice. Le reste va sans dire. On voit bien qu'il m'a suffi d'examiner le ruban qui attache au cou ce manteau, et de nouer ce ruban juste à l'endroit déjà fripé par l'usage ordinaire, pour reconnaître que le cou enfermé journellement dans cet espace est très fin et dégagé. Point de difficulté là-dessus. Mesurant ensuite avec attention l'éloignement qui se trouve entre le haut de ce manteau, par derrière, et les plis au froissement horizontal formés vers le bas de la taille par l'effort du manteau quand la personne le serre à la française pour animer sa stature, et qu'elle fait froncer toute la partie supérieure aux hanches, pendant que l'inférieure, garnie de dentelle, tombe et flotte avec mollesse sur une croupe arrondie et fortement prononcée. Il n'y a pas un seul amateur qui n'eût décidé, comme je l'ai fait, que le buste était lancé. La personne est grande et bien faite. Cela parle tout seul, on voit ici le nu sous la draperie. Supposez encore, monsieur l'éditeur, qu'en examinant le corps du manteau, vous eussiez trouvé sur le taffetas noir l'impression d'un très joli petit soulier, marqué de gris de poussière. N'auriez-vous pas réfléchi que, si quelque autre femme eût marché sur le manteau depuis sa chute, elle m'eût certainement privé du plaisir de la ramasser? Alors il ne vous eût plus été possible de douter que cette impression ne vint du joli soulier de la personne même qui avait perdu son manteau. Donc, auriez-vous dit, si son soulier est très petit, son joli pied l'est bien davantage. Il n'y a nul mérite à moi de l'avoir reconnu. Le moindre observateur, un enfant, trouverait ces choses-là. Mais cette impression, faite en passant, et sans même avoir senti, annonce, outre une extrême vivacité de marche,
une forte préoccupation d'esprit, dont les personnes graves, froides ou âgées sont peu susceptibles. D'où j'ai conclu très simplement que ma charmante blonde est dans la fleur de l'âge, bien vive et distraite en proportion. N'eussiez-vous pas pensé de même, monsieur l'éditeur? Je vous le demande, et ne veux point abonder dans mon sens. Enfin, réfléchissant que la place où j'ai trouvé son manteau conduisait à l'endroit où la danse commençait à s'échauffer, j'ai jugé que cette personne aimait beaucoup cet amusement, puisque cet attrait seul avait pu faire oublier son manteau qu'elle foulait aux pieds. Il n'y avait pas moyen, je crois, de conclure autrement. Et quoique français, je m'en rapporte à tous les honnêtes gens d'Angleterre. Et quand je me suis rappelé le lendemain que, dans une place où il passait autant de monde, j'aurais ramassé librement ce manteau, ce qui prouve assez qu'il tombait à l'instant même, sans que j'eusse pu découvrir celle qui venait de le perdre. Ce qui dénote aussi qu'elle était déjà bien loin, je me suis dit, assurément cette jeune personne est la plus alerte beauté d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande, et si je n'y joins pas l'Amérique, c'est que depuis quelque temps on est devenu diablement alerte dans ce pays-là. En poussant plus loin mes recherches, peut-être aurais-je appris, dans son manteau, quelle est sa noblesse et sa qualité. Mais quand on a reconnu d'une femme qu'elle est jeune et belle, ne sait-on pas d'elle à peu près tout ce qu'on veut en savoir? Du moins en usait-on ainsi de mon temps dans quelques bonnes villes de France, et même dans quelques villages, comme Marly, Versailles, etc. Ne soyez donc plus surpris, monsieur l'éditeur, qu'un Français qui, toute sa vie, a fait une étude philosophique et particulière du beau sexe, ait découvert, au seul aspect du manteau d'une dame, et sans l'avoir jamais vue, que la belle blonde aux plumes roses qu'il a perdue, joint à tout l'éclat de Vénus, le cou dégagé des nymphes, la taille des grâces et la jeunesse des baies, qu'elle est vive, distraite, et qu'elle aime à danser au point d'oublier tout, pour y courir, sur le petit pied de Cendrillon, avec toute la légèreté d'Atalante. Et soyez encore moins étonnés si, rempli toute la nuit des sentiments que tant de grâces n'ont pu manquer de m'inspirer, je lui ai fait à mon réveil ces petits vers innocents, auxquels son manteau, votre feuille et vos bontés, monsieur l'éditeur, serviront de passeport. Ô vous que je n'ai jamais vu, que je connais point de tout, mais que je crois, par avant-goût, d'attrait abondamment pourvu. Hier, quand vous vous échappiez parmi tant de belles en armes, je sentis tomber à mes pieds le manteau qui couvrait vos charmes. À l'instant cet espoir secret qui nous saisit et nous chatouille, quand nous tenons un bel objet, me fit mieux sentir le regret, de n'en tenir que la dépouille. Je voudrais vous la reporter. Mais examinons s'il est sage, à moi de m'en laisser tenter. Si l'amour me guette au passage, le sort ne m'aura donc jeté dans un pays de liberté que pour y trouver l'esclavage. Peut-être aussi, pour mon malheur, un époux, un amant, que sais-je? A-t-il déjà le privilège de sentir battre votre cœur? Et pour le prix de ma fantaisie, loin que le charme de vous voir fit naître en moi le moindre espoir, j'expirerai de jalousie. Il vaut donc mieux, belle inconnue, ne pas chercher dans votre vue le hasard d'un tourment nouveau. À votre amant, soyez fidèle, mais plus son sort me paraît beau, plus je vous crois sensible et belle, moins je veux garder le manteau. En rendant ce manteau-là, permettez, monsieur l'éditeur, que je m'enveloppe dans le mien, et ne me signe ici que l'amateur français. Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, 1732-1799. Sa vie fut un roman noir, pourrait-on ajouter. Nous ne la raconterons pas ici, mais il suffira de rappeler que l'horloger Caron acquit une véritable notoriété en 1777 avec ses mémoires, 4 pamphlets pleins de vie et de sel, qui soulevèrent la passion du tout Paris et firent dire à Voltaire que jamais, lecture, ne l'avait tant amusé. Sa popularité fit de lui un espion du roi de France, qu'il envoya à plusieurs reprises en Angleterre, chargé de missions secrètes. Un an après la parution du Barbier de Séville, notre écrivain, présent dans la capitale anglaise, y écrit une fantaisie sur laquelle Régis Messac,
auquel les amateurs de littérature policière doivent tant, attira l'attention dans sa thèse le détective novel et l'influence de la pensée scientifique, dressant un parallèle entre les méthodes mises en œuvre et celles qu'un certain Sherlock Holmes immortalisera un siècle plus tard. Publié sous le titre « Gaieté de l'amateur français », le 6 mai 1776, cette fantaisie, qui se termine par un poème plein de verve, nous montre un Beaumarchais, élève du Zadig, occasion bien opportune de rendre hommage à Voltaire, des épisodes dits du cheval du roi et de l'épagnole de la reine. L'identification d'une belle inconnue, par l'examen poussé du manteau de taffetas noir qu'elle a oublié lors d'un concert, constitue assurément un morceau de choix dans l'histoire de la littérature de détection. Mais après tout, est-ce si étonnant de la part de l'auteur du Barbier de Séville? Du père de Figaro, certes, mais aussi de Bartholo, barbon ridicule et odieux. Il suffit d'ouvrir la pièce à la scène 11 de l'acte 2, et l'on découvre un embryon d'enquête policière. Pour confondre la jeune Rosine, accusée d'avoir envoyé une lettre à un galant, Bartholo examine sa main, expose ses doigts tachés, montre devant les dénégations de la jeune femme, la plume encore noire d'encre, le petit cahier où manque une feuille, il en est sûr, puisqu'il les compte tous les matins avant de sortir. Enquête policière à la technique d'interrogatoire parfaitement moderne, doublée d'un réquisitoire judiciaire, où le barbon évoque des témoins et parle de déposition. Cette scène, comme la fantaisie que nous avons écoutée, nous ferait presque regretter que Beaumarchais n'ait pas cheminé davantage sur les routes policières. De Paul-Louis Courrier, lettre de Calabre, à Madame Pigalle, à Lille, Resina, près Portici, le 1er novembre 1907. Vos lettres sont rares, chère cousine. Vous faites bien, je m'y accoutumerai, et je ne pourrai plus m'en passer. Tout de bon, je suis en colère. Vos douceurs ne m'apaisent point. Comment, cousine? Depuis 3 ans, voilà 2 fois que vous m'écrivez. En vérité, Mademoiselle Sophie. Mais quoi? Si je vous querelle, vous ne m'écrirez plus du tout. Je vous pardonne donc, crainte de pis. Oui, sûrement, je vous conterai mes aventures, bonnes et mauvaises, tristes et gaies, car il m'en arrive des unes et des autres. Laissez-nous faire, cousine. On vous en donnera de toute façon. C'est un vers de La Fontaine, demandé à Voisard. Mon Dieu! M'allez-vous dire, on a lu La Fontaine, on sait ce que c'est que le curé et le mort. Eh bien, pardon. Je disais donc que mes aventures sont diverses, mais toutes curieuses, intéressantes. Il y a du plaisir à les entendre, et plus encore, je m'imagine, à vous les conter. C'est une expérience que nous ferons au coin du feu quelques jours. J'en ai pour tout un hiver. J'ai de quoi vous amuser et par conséquent vous plaire, sans vanité, tout ce temps-là. De quoi vous attendrir, vous faire rire, vous faire peur, vous faire dormir. Mais pour vous écrire tout, ah, vraiment vous plaisantez. Madame Radcliffe n'y suffirait pas. Cependant, je sais que vous n'aimez pas à être refusé. Et comme je suis complaisant, quoi qu'on en dise, voici, en attendant, un petit échantillon de mon histoire. Mais c'est du noir, prenez-y garde. Ne lisez pas cela en vous couchant, vous en rêveriez, et pour rien au monde, je ne voudrais vous avoir donné le cauchemar. Un jour, je voyageais en Calabre. C'est un pays de méchantes gens qui, je crois, n'aiment personne et en veulent surtout aux Français. De vous dire pourquoi, cela serait long. Suffit qu'ils nous haïssent à mort et qu'on passe fort mal son temps lorsqu'on tombe entre leurs mains. J'avais pour compagnon un jeune homme d'une figure, ma foi,
comme ce monsieur que nous vîmes au Rincy. Vous en souvenez-vous? Et mieux encore, peut-être. Je ne dis pas cela pour vous intéresser, mais parce que c'est la vérité. Dans ces montagnes, les chemins sont des précipices. Nos chevaux marchaient avec beaucoup de peine. Mon camarade allant devant. Un sentier qui lui parut plus praticable et plus court nous égara. Ce fut de ma faute. Devais-je me fier à ma tête de 20 ans? Nous cherchâmes tant qu'il fit jour notre chemin à travers ces bois. Mais plus nous cherchions, plus nous nous perdions. Et il était nuit noire quand nous arrivâmes près d'une maison fort noire. Nous y entrâmes non sans soupçon, mais comment faire? Là, nous trouvons toute une famille de charbonniers à table, où, du premier mot, on nous invita. Mon jeune homme ne se fit pas prier. Nous voilà mangeant et buvant. Lui du moins, car pour moi, j'examinais le lieu et la mine de nos hôtes. Nos hôtes avaient bien mine de charbonniers, mais la maison, vous l'eussiez prise pour un arsenal. Ce n'était que fusils, pistolets, sabres, couteaux, coutelas. Tout me déplut, et je vis bien que je déplaisais aussi. Mon camarade, au contraire, il était de la famille, il riait, il causait avec eux, et par une imprudence que j'aurais dû prévoir, mais quoi, s'il était écrit? Il dit d'abord d'où nous venions, où nous allions, qui nous étions. Français, imaginez un peu, chez nos plus mortels ennemis, seuls, égarés, si loin de tout secours humain. Et puis, pour ne rien omettre de ce qui pouvait nous perdre, il fit le riche, promis à ses gens pour la dépense, et pour nos guides, le lendemain, ce qu'ils voulurent. Enfin, il parla de sa valise, priant fort qu'on en eût grand soin, qu'on la mît au chevet de son lit. Il ne voulait point, disait-il, d'autres traversins. Ah, jeunesse, jeunesse, que votre âge est à plaindre. Cousine, on crut que nous portions les diamants de la couronne. Ce qu'il y avait qui lui causait tant de soucis dans cette valise, c'était les lettres de sa maîtresse. Le souper fini, on nous laisse. Nos hôtes couchaient en bas, nous, dans la chambre haute où nous avions mangé, une soupente élevée de 7 à 8 pieds, où l'on montait par une échelle. C'était là le coucher qui nous attendait. Espèce de nid dans lequel on s'introduisait en rampant sous des solives chargées de provisions pour toute l'année. Mon camarade y grimpa seul et se coucha tout endormi, la tête sur sa précieuse valise. Moi, déterminé à veiller, je fis bon feu et m'assis auprès. La nuit s'était déjà passée presque entière, assez tranquillement, et je commençais à me rassurer quand, sur l'heure où il me semblait que le jour ne pouvait être loin, j'entendis, au-dessous de moi, notre hôte et sa femme parler et se disputer. Et prêtant l'oreille par la cheminée qui communiquait avec celle du bas, je distinguais parfaitement ses propres mots du mari. Eh bien enfin, voyons, faut-il les tuer, tous les deux? À qui la femme répondit « Oui », et j'entendis plus rien. Que vous dirais-je? Je restais respirant à peine, tout mon corps froid comme un marbre. À me voir, vous n'eussiez su si j'étais mort ou vivant. Dieu, quand j'y pense encore, nous deux presque sans armes, contre eux 12 ou 15 qui en avaient tant, et mon camarade mort de sommeil et de fatigue. L'appeler, faire du bruit, je n'osais. M'échapper tout seul, je ne pouvais. La fenêtre n'était guère haute, mais en bas, 2 gros dogs hurlaient comme des loups. En quelle peine je me trouvais, imaginez-le si vous pouvez. Au bout d'un quart d'heure qui fut long,
j'entends sur l'escalier quelqu'un. Et, par les fentes de la porte, je vis le père. Sa lampe dans une main, dans l'autre, un de ses grands couteaux. Il montait, sa femme après lui, moi derrière la porte. Il ouvrit, mais avant d'entrer, il posa la lampe que sa femme vint prendre. Puis, il entre pieds nus, et elle, de dehors, lui disait à voix basse, masquant avec ses doigts le trop de lumière de la lampe. « Doucement, va doucement. » Quand il fut à l'échelle, il monte son couteau dans les dents, et venu à la hauteur du lit, ce pauvre jeune homme, étendu, offrant sa gorge découverte. D'une main, il prend son couteau, et de l'autre, ah, cousine. Il saisit un jambon qui pendait au plancher en coupe, une tranche, et se retire comme il était venu. La porte se referme, la lampe s'en va, et je reste seul à mes réflexions. Dès que le jour parut, toute la famille à grand bruit vint nous réveiller comme nous l'avions recommandé. On apporte à manger, on sert un déjeuner fort propre, fort bon, je vous l'assure. 2 chapons en faisaient partie dont il fallait, dit notre hôtesse, emporter l'un et manger l'autre. En les voyant, je compris enfin le sens de ces terribles mots. Faut-il les tuer tous les deux? Et je vous crois, cousine, assez de pénétration pour deviner à présent ce que cela signifiait. Cousine, obligez-moi, ne contez point cette histoire. D'abord, comme vous voyez, je n'y joue pas un beau rôle. Et puis, vous me la gâterez. Tenez, je ne vous flatte point. C'est votre figure qui nuirait à l'effet de ce récit. Moi, sans me vanter, j'ai la mine qu'il faut pour les contes à faire peur. Mais vous, voulez-vous conter? Prenez des sujets qui aillent à votre air. Psyché, par exemple. Paul-Louis Courier, 1772-1825. On aurait tort de s'étonner de trouver ici la lettre que Paul-Louis Courier, dont les principaux titres de gloire sont les admirables pamphlets politiques qu'il écrivit sous la Restauration et des traductions du grec qui attestaient un brillant helléniste. Adressa de Calabre à sa cousine, Sophie Pigalle, le 1er novembre 1807. Ne l'avertit-il pas, évoquant les œuvres d'Anne Radcliffe elle-même, qu'il s'agit là de noir, esprit brillant, caustique et clairvoyant, pourfendeur infatigable des injustices sociales et politiques, du cléricalisme et de la monarchie, soldat de la République et de l'Empire, membre du corps d'armée envoyé en Calabre en mars 1806, lorsque Joseph Bonaparte devient roi des 2 Siciles. Il a beau écrire plaisamment qu'il se trouve là in terra latronum, ces lettres constituent un témoignage lucide et impitoyable sur les atrocités commises de part et d'autre, évoquant des folies, tantôt barbares, tantôt ridicules, auxquelles il figure comme acteur de dernier ordre. Pour démarquer une nouvelle de l'Heptaméron de Marguerite de Navarre, la lettre de Calabre, dont on ne sait s'il faut la prendre au sérieux ou la considérer comme un simple exercice de style, a pu cependant être inspirée par des faits authentiques. Il est attesté par différents témoignages que l'escadron que Courier commandait ne fut pas attaqué moins de 3 fois, entre août et octobre 1807, par des bandes de guérilla calabraises. Courier n'en avait d'ailleurs pas fini avec le noir. Retiré dans sa chère Touraine, il y trouva une mort horrible, assassiné en forêt de Larçay. 175 ans plus tard, ces exégètes s'affrontent toujours sur la question de cet assassinat. Drame familial et domestique? Ou complot politique? Un peu des deux, assurément.
D'Honoré de Balzac, La Grande Bretèche. À une centaine de pas environ de Vendôme, sur les bords du Loir, il se trouve une vieille maison brune, surmontée de toits très élevés, et si complètement isolée qu'il n'existe alentour ni tannerie puante, ni méchante auberge, comme vous en voyez aux abords de presque toutes les petites villes. Devant ce logis est un jardin donnant sur la rivière, et où les buis, autrefois ras, qui dessinèrent les allées, croissent maintenant à leur fantaisie. Quelques saules, nés dans le Loir, ont rapidement poussé comme la haie de clôture, et cachent à demi la maison. Les plantes que nous appelons mauvaises décorent de leur belle végétation le talus de la rive. Les arbres fruitiers, négligés depuis 10 ans, ne produisent plus de récoltes, et leurs rejetons forment des taillis. Les espaliers ressemblent à des charmilles. Les sentiers, sablés jadis, sont remplis de pourpiers. Mais à vrai dire, il n'y a plus trace de sentiers. Du haut de la montagne, sur laquelle pendent des ruines du vieux château des ducs de Vendôme, le seul endroit d'où l'œil puisse plonger sur cet enclos, on se dit que dans un temps qu'il est difficile de déterminer, ce coin de terre fit les délices de quelques gentilshommes occupés de roses, de tulipiers, d'horticulture en un mot, mais surtout gourmands de bons fruits. On aperçoit une tonnelle, ou plutôt les débris d'une tonnelle, sous laquelle est encore une table que le temps n'a pas entièrement dévorée. À l'aspect de ce jardin qui n'est plus, les joies négatives de vie paisible dont on jouit en province se devinent, comme on devine l'existence d'un bon négociant en lisant l'épitaphe de sa tombe. Pour compléter les idées tristes et douces qui saisissent l'âme, un des murs offre un cadran solaire, orné de cette inscription bourgeoisement chrétienne, « Ultimam cogita ». Les toits de cette maison sont horriblement dégradés, les persiennes sont toujours closes, les balcons sont couverts de nids d'hirondelles, les portes restent constamment fermées, de hautes herbes ont dessiné par des lignes vertes les fentes du perron, les ferrures sont rouillées, la lune, le soleil, l'hiver, l'été, la neige ont creusé les bois, gauchi les planches, rongé les peintures. Le morne silence qui règne là n'est troublé que par les oiseaux, les chats, les fouines, les rats et les souris, libres de trotter, de se battre, de se manger. Une invisible main a partout écrit le mot « mystère ». Si, poussé par la curiosité, vous alliez voir cette maison du côté de la rue, vous apercevriez une grande porte de forme ronde par le haut et à laquelle les enfants du pays ont fait des trous nombreux. J'ai appris plus tard que cette porte était condamnée depuis 10 ans. Par ces brèches irrégulières, vous pourriez observer la parfaite harmonie qui existe entre la façade du jardin et la façade de la cour. Le même désordre y règne. Des bouquets d'herbes encadrent les pavés. D'énormes lézardes sillonnent les murs dont les crêtes noircies sont enlacées par les 1000 festons de la pariétaire. Les marches du perron sont disloquées, la corde de la cloche est pourrie, les gouttières sont brisées. Quel feu tombé du ciel a passé par là? Quel tribunal a ordonné de semer du sel sur ce logis? Y a-t-on insulté Dieu? Y a-t-on trahi la France? Voilà ce qu'on se demande. Les reptiles y rampent, sans vous répondre. Cette maison vide et déserte est une immense énigme dont le mot n'est connu de personne. Elle était autrefois un petit fief et porte le nom de la Grande Bretèche. Pendant le temps de mon séjour à Vendôme, la vue de ce singulier logis devint un de mes loisirs les plus vifs. N'était-ce pas mieux qu'une ruine? À une ruine se rattachent quelques souvenirs d'une irréfragable authenticité. Mais cette habitation encore debout, quoique lentement démolie par une main vengeresse, renfermait un secret, une pensée inconnue. Elle trahissait un caprice tout au moins. Plus d'une fois, le soir, je me fis aborder à la haie devenue sauvage, qui protégeait cet enclos. Je bravai les égratignures,
J'entrai dans ce jardin, sans maître, dans cette propriété qui n'était plus ni publique ni particulière. J'y restai des heures entières à contempler son désordre. Je n'aurais pas voulu, pour prix de l'histoire à laquelle sans doute était dû ce spectacle bizarre, faire une seule question à quelque vendômois bavard. Là, je composais de délicieux romans. Je m'y livrais à de petites débauches de mélancolie qui me ravissaient. Si j'avais connu le motif, peut-être vulgaire, de cet abandon, j'eusse perdu les poésies inédites dont je m'enivrais. Pour moi, cet asile représentait les images les plus variées de la vie humaine, assombrie par ses malheurs. C'était tantôt l'air du cloître, moins les religieux, tantôt la paix du cimetière, sans les morts qui vous parlent leur langage épitaphique. Aujourd'hui, la maison du lépreux, demain, celle des Atrides. Mais c'était surtout la province, avec ses idées recueillies, avec sa vie de sablier. J'y ai souvent pleuré, je n'y ai jamais ri. Plus d'une fois, j'ai ressenti des terreurs involontaires en y entendant, au-dessus de ma tête, le sifflement sourd que rendaient les ailes de quelques ramiers pressés. Le sol y est humide. Il faut s'y défier des lézards, des vipères, des grenouilles qui s'y promènent avec la sauvage liberté de la nature. Il faut surtout ne pas craindre le froid, car en quelques instants vous sentez un manteau de glace qui se pose sur vos épaules, comme la main du commandeur sur le cou de Don Juan. Un soir j'y ai frissonné, le vent avait fait tourner une vieille girouette rouillée, dont les cris ressemblèrent à un gémissement poussé par la maison, au moment où j'achevais un drame assez noir, par lequel je m'expliquais cette espèce de douleur monumentalisée. Je revins à mon auberge, en proie à des idées sombres. Quand j'eus soupé, l'hôtesse entra d'un air de mystère dans ma chambre et me dit « Monsieur, voici Monsieur Regnault. » « Qui est Monsieur Regnault ? » ?»« Comment ? Monsieur ne connaît pas Monsieur Regnault ? » ?»« Ah, c'est drôle, dit-elle en s'en allant. Tout à coup, je vis apparaître un homme long, fluet, vêtu de noir, tenant son chapeau à la main, et qui se présenta comme un bélier, prêt à fondre sur son rival, en me montrant un front fuyant, une petite tête pointue, et une face pâle, assez semblable à un verre d'eau sale. Vous eussiez dit de l'huissier d'un ministre. Cet inconnu portait un vieil habit très usé sur les plis, mais il avait un diamant au jabot de sa chemise et des boucles d'or à ses oreilles. « Monsieur, à qui ai-je l'honneur de parler ?» lui dis-je. Il s'assit sur une chaise, se mit devant mon feu, posa son chapeau sur ma table et me répondit en se frottant les mains « Ah, il fait bien froid. Monsieur, je suis Monsieur Regnault. » Je m'inclinai, en me disant à moi-même « Il bondo cani. Cherche. »« Je suis, reprit-il, notaire à Vendôme. »« J'en suis ravi, monsieur, m'écriai-je, mais je ne suis point en mesure de tester, pour des raisons à moi connues. »« Petit moment, reprit-il en levant la main comme pour m'imposer silence. Permettez, monsieur, permettez. J'ai appris que vous alliez vous promener quelquefois dans le jardin de la Grande Bretèche ? Oui, monsieur. Petit moment, dit-il en répétant son geste. Cette action constitue un véritable délit. Monsieur, je viens au nom et comme exécuteur testamentaire de feu, Madame la Comtesse de Merret, vous prier de discontinuer vos visites. Petit moment, je ne suis pas un Turc et ne veux point vous en faire un crime. D'ailleurs, bien permis à vous d'ignorer les circonstances qui m'obligent à laisser tomber en ruine le plus bel hôtel de Vendôme. Cependant, monsieur, vous paraissez avoir de l'instruction et devez savoir que les lois défendent, sous des peines graves, d'envahir une propriété close.
Une haie vaut un mur. Mais l'état dans lequel la maison se trouve peut servir d'excuse à votre curiosité. Je ne demanderai pas mieux que de vous laisser libre d'aller et venir dans cette maison, mais chargé d'exécuter les volontés de la testatrice. J'ai l'honneur, monsieur, de vous prier de ne plus entrer dans le jardin. Moi-même, monsieur, depuis l'ouverture du testament, je n'ai pas mis le pied dans telle maison qui dépend, comme j'ai eu l'honneur de vous le dire, de la succession de Madame de Merret. Nous en avons seulement constaté les portes et fenêtres afin d'asseoir les impôts que je paie annuellement sur les fonds à se destiner par feu Madame la Comtesse. Ah, mon cher monsieur, son testament a fait bien du bruit dans Vendôme. Là, il s'arrêta pour se moucher, le digne homme. Je respectais sa loquacité, comprenant à merveille que la succession de Madame de Merret était l'événement le plus important de sa vie, toute sa réputation, sa gloire, sa restauration. Il me fallait dire adieu à mes belles rêveries, à mes romans. Je ne fus donc pas rebelle au plaisir d'apprendre la vérité d'une manière officielle. « Monsieur, lui dis-je, serait-il indiscret de vous demander les raisons de cette bizarrerie ?» À ces mots, un air qui exprimait tout le plaisir que ressentent les hommes habitués à monter sur le dada passa sur la figure du notaire. Il releva le col de sa chemise avec une sorte de fatuité, tira sa tabatière, l'ouvrit, m'offrit du tabac, et, sur mon refus, il en saisit une forte pincée. Il était heureux. Un homme qui n'a pas de dada ignore tout le parti que l'on peut tirer de la vie. Un dada est au milieu précis entre la passion et la monomanie. En ce moment, je compris cette jolie expression de Sterne dans toute son étendue, et j'eus une complète idée de la joie avec laquelle l'oncle Toby enfourchait, trimédant, son cheval de bataille. « Monsieur, » me dit monsieur Regnault, « j'ai été premier clerc de maître Roguin, à Paris. Excellente étude dont vous avez peut-être entendu parler. Non, cependant une malheureuse faillite l'a rendu célèbre. N'ayant pas assez de fortune pour traiter à Paris, au prix où les charges montèrent en 1816, je vins ici acquérir l'étude de mon prédécesseur. J'avais des parents à Vendôme, entre autres une tante fort riche, qui m'a donné sa fille en mariage. Monsieur, reprit-il après une légère pause, 3 mois après avoir été agréé par monseigneur le garde des Sceaux, je fus mandé un soir, au moment où j'allais me coucher, par Madame la Comtesse de Merret, en son château de Merret. Sa femme de chambre, une brave fille qui sert aujourd'hui dans cette hôtellerie, était à ma porte avec la calèche de Madame la Comtesse. Il faut vous dire, monsieur, que monsieur, le comte de Merret, était allé mourir à Paris 2 mois avant que je vinsse ici. Il y périt misérablement, en se livrant à des excès de tous les genres. Vous comprenez. Le jour de son départ, Madame la Comtesse avait quitté la Grande Bretèche et l'avait démeublée. Quelques personnes prétendent même qu'elle a brûlé les meubles, les tapisseries, enfin, toutes les choses, généralement quelconques, qui garnissaient les lieux présentement loués par le dit sieur. Tiens, qu'est-ce que je dis donc? Pardon. Je croyais dicter un bail. Qu'elle les brûla, reprit-il, dans la prairie de Merret. Êtes-vous allé à Merret, monsieur? Ah? Non, dit-il en faisant lui-même ma réponse. C'est un fort bel endroit. Depuis 3 mois environ, dit-il en continuant après un petit hochement de tête. Monsieur le comte et Madame la Comtesse avaient vécu singulièrement. Ils ne recevaient plus personne. Madame habitait le rez-de-chaussée, elle, monsieur, le premier étage. Quand Madame la Comtesse resta seule, elle ne se montra plus qu'à l'église. Plus tard, chez elle à son château, elle refusa de voir les amis et amies qui vinrent lui faire des visites. Elle était déjà très changée au moment où elle quitta la Grande Bretèche pour aller à Merret. Cette chère femme-là,
Je dis cher parce que ce diamant me vient d'elle. Je ne l'ai vu d'ailleurs qu'une seule fois. Donc, cette bonne dame était très malade. Elle avait sans doute désespéré de sa santé, car elle est morte sans vouloir appeler de médecin. Aussi, beaucoup de nos dames ont-elles pensé qu'elle ne jouissait pas de toute sa tête. Monsieur, ma curiosité fut donc singulièrement excitée en apprenant que Madame de Merret avait besoin de mon ministère. Je n'étais pas le seul qui s'intéressa à cette histoire. Le soir même, quoiqu'il fût tard, toute la ville sut que j'allais à Merret. La femme de chambre répondit assez vaguement aux questions que je lui fis en chemin. Néanmoins, elle me dit que sa maîtresse avait été administrée par le curé de Merret pendant la journée et qu'elle paraissait ne pas devoir passer la nuit. J'arrivais sur les 11 heures au château. Je montai le grand escalier. Après avoir traversé de grandes pièces hautes et noires, froides et humides en diable, je parvins dans la chambre à coucher d'honneur, où était Madame la Comtesse. D'après les bruits qui couraient sur cette dame, monsieur, je n'en finirais pas si je vous répétais tous les contes qui se sont débités à son égard. Je me la figurais comme une coquette. Imaginez-vous que j'eus beaucoup de peine à la trouver dans le grand lit où elle gisait. Il est vrai que, pour éclairer cette énorme chambre à frises de l'Ancien Régime, et poudrée de poussière à faire éternuer rien qu'à les voir, elle avait une de ces anciennes lampes d'argent. Ah, mais vous n'êtes pas allé à Merret. Eh, bien monsieur, le lit est un de ces lits d'autrefois, avec un ciel élevé, garni d'indiennes à ramages. Une petite table de nuit était près du lit, et je vis dessus une imitation de Jésus-Christ, que par parenthèse, j'ai acheté à ma femme, ainsi que la lampe. Il y avait aussi une grande bergère pour la femme de confiance, et 2 chaises. Point de feu d'ailleurs. Voilà le mobilier. Ça n'aurait pas fait 10 lignes dans un inventaire. Ah, mon cher monsieur, si vous aviez vu, comme je la vis alors, cette vaste chambre tendue en tapisserie brune, vous vous seriez cru transporté dans une véritable scène de roman. C'était glacial, et mieux que cela, funèbre, ajouta-t-il en levant le bras par un geste théâtral et faisant une pause. À force de regarder, en venant près du lit, je finis par voir Madame de Merret, encore grâce à la lueur de la lampe, dont la clarté donnait sur les oreillers. Sa figure était jaune comme de la cire et semblait à 2 mains jointes. Madame la Comtesse avait un bonnet de dentelle qui laissait voir de beaux cheveux, mais blancs comme du fil. Elle était sur son séant et paraissait s'y tenir avec beaucoup de difficulté. Ses grands yeux noirs, abattus par la fièvre sans doute, et déjà presque morts, remuaient à peine, sous les os. Où sont les sourcils? Ça, dit-il, en me montrant l'arcade de ses yeux. Son front était humide. Ses mains décharnées ressemblaient à des os recouverts d'une peau tendre. Ses veines, ses muscles se voyaient parfaitement bien. Elle avait dû être très belle. Mais en ce moment, je fus saisi de je ne sais quel sentiment à son aspect. Jamais, au dire de ceux qui l'ont ensevelie, une créature vivante n'avait atteint à sa maigreur sans mourir. Enfin, c'était épouvantable à voir. Le mal avait si bien rongé cette femme qu'elle n'était plus qu'un fantôme. Ses lèvres d'un violet pâle me parurent immobiles quand elle me parla. Quoique ma profession m'ait familiarisé avec ces spectacles en me conduisant parfois au chevet des mourants pour constater leur dernière volonté, j'avoue que les familles en larmes et les agonies que j'ai vues n'étaient rien auprès de cette femme solitaire et silencieuse dans ce vaste château. Je n'entendais pas le moindre bruit. Je ne voyais pas ce mouvement que la respiration de la malade aurait dû imprimer au drap qui la couvrait. Et je restais tout là immobile, occupé à la regarder avec une sorte de stupeur. Il me semble que j'y suis encore.
Enfin, ses grands yeux se remuèrent. Elle essaya de lever sa main droite qui retomba sur le lit, et ces mots sortirent de sa bouche comme un souffle, car sa voix n'était déjà plus une voix. Je vous attendais avec bien de l'impatience. Ses joues se colorèrent vivement. Parler, monsieur, était un effort pour elle. Madame, lui dis-je. Elle me fit signe de me taire. En ce moment, la vieille femme de charge se leva et me dit à l'oreille « Ne parlez pas. Madame la comtesse est hors d'état d'entendre le moindre bruit, et ce que vous lui diriez pourrait l'agiter. » Je m'assis. Quelques instants après, Madame de Merret rassembla tout ce qui lui restait de force pour mouvoir son bras droit, le mit, non sans des peines infinies, sous son traversin. Elle s'arrêta pendant un petit moment, puis elle fit un dernier effort pour retirer sa main, et lorsqu'elle eut pris un papier cacheté, des gouttes de sueur tombèrent de son front. « Je vous confie mon testament, dit-elle. Ah, mon Dieu! Ah !» Ce fut tout. Elle saisit un crucifix qui était sur son lit, le porta rapidement à ses lèvres et mourut. L'expression de ses yeux fixés me fait encore frissonner quand j'y songe. Elle avait dû bien souffrir. Il y avait de la joie dans son dernier regard, sentiment qui resta gravé sur ses yeux morts. J'emportai le testament, et quand il fut ouvert, je vis que Madame de Merret m'avait nommé son exécuteur testamentaire. Elle léguait la totalité de ses biens à l'hôpital de Vendôme, sauf quelques legs particuliers, mais voici quelles furent ses dispositions relatives à la Grande Bretèche. Elle me recommanda de laisser cette maison, pendant 50 années révolues à partir du jour de sa mort, dans l'état où elle se trouverait au moment de son décès, en interdisant l'entrée des appartements à quelque personne que ce fût, en défendant d'y faire la moindre réparation, et allouant même une rente afin de gager des gardiens, s'il en était besoin, pour assurer l'entière exécution de ses intentions. À l'expiration de ce terme, si le vœu de la testatrice a été accompli, la maison doit appartenir à mes héritiers, car monsieur sait que les notaires ne peuvent accepter de legs. Sinon, la Grande Bretèche reviendrait à qui de droit, mais à la charge de remplir les conditions indiquées dans un codicille annexé au testament, et qui ne doit être ouvert qu'à l'expiration des dites 50 années. Le testament n'a point été attaqué, donc, à ce mot, et sans achever sa phrase, le notaire oblong me regarda d'un air de triomphe. Je le rendis tout à fait heureux, en lui adressant quelques compliments. « Monsieur, lui dis-je en terminant, vous m'avez si vivement impressionné que je crois voir cette mourante plus pâle que ses draps. Ses yeux luisants me font peur, et je rêverai d'elle cette nuit. Mais vous devez avoir formé quelques conjectures sur les dispositions contenues dans ce bizarre testament. Monsieur, me dit-il avec une réserve comique, je ne me permets jamais de juger de la conduite des personnes qui m'ont honoré par le don d'un diamant. Je déliai bientôt la langue du scrupuleux notaire vendômois, qui me communiqua, non sans de longues digressions, les observations dues au profond politique des deux sexes, dont les arrêts font foi dans Vendôme. Mais ces observations étaient si contradictoires, si diffuses, que je faillis m'endormir, malgré l'intérêt que je prenais à cette histoire authentique. Le ton lourd et l'accent monotone de ce notaire, sans doute habitué à s'écouter lui-même et à se faire écouter de ses clients ou de ses compatriotes, triomphèrent de ma curiosité. Heureusement, il s'en alla. « Ah, monsieur, bien des gens, me dit-il dans l'escalier, voudraient vivre encore 45 ans. Mais, petit moment. » Et il mit, d'un air fin, l'index de sa main droite sur sa narine. « Faites bien attention à ceci. Pour aller jusque-là, dit-il, il ne faut pas avoir la soixantaine. » Je fermai ma porte après avoir été tiré de mon apathie par ce dernier trait que le notaire trouva très spirituel, puis je m'assis dans mon fauteuil en mettant mes pieds sur les deux chenets de ma cheminée. Je m'enfonçais dans un roman à la Radcliffe,
bâti sur les données juridiques de M. Regnault, quand ma porte, manœuvrée par la main à droite d'une femme, tourna sur ses gonds. Je vis venir mon hôtesse, grosse femme réjouie, de belle humeur qui avait manqué sa vocation. C'était une Flamande qui aurait dû naître dans un tableau de Teniers. « Eh bien, monsieur, me dit-elle, monsieur Regnault vous a sans doute rabâché son histoire de la Grande Bretèche. »« Oui, mère Lepas. »« Que vous a-t-il dit ?» Je lui répétai en peu de mots la ténébreuse et froide histoire de Madame de Merret. À chaque phrase, mon hôtesse tendait le cou, en me regardant avec une perspicacité d'aubergiste, espèce de juste milieu, entre l'instinct du gendarme, l'astuce de l'espoir et la ruse du commerçant. « Ma chère Madame Lepas, ajoutai-je en terminant, vous paraissez en savoir davantage. Hein? Autrement, pourquoi seriez-vous montée chez moi? Ah, foi d'honnête femme, aussi vrai que je m'appelle Lepas. Ne jurez pas, vos yeux sont gros d'un secret. Vous avez connu Monsieur de Merret? Quel homme était-ce? Dame, Monsieur de Merret, voyez-vous, était un bel homme qu'on ne finissait pas de voir tant il était long. Un digne gentilhomme venu de Picardie, et qui avait, comme nous disons ici, la tête près du bonnet. Il payait tout content pour n'avoir des difficultés avec personne. Voyez-vous, il était vif. Nos dames le trouvaient toutes fort aimable. Parce qu'il était vif, dis-je à mon hôtesse. Peut-être bien, dit-elle. Vous pensez bien, monsieur, qu'il fallait bien avoir eu quelque chose devant soi, comme on dit, pour épouser Madame de Merret qui, sans vouloir nuire aux autres, était la plus belle et la plus riche personne du Vendômois. Elle était aux environs de 20 000 livres de rente. Toute la ville assistait à sa noce. La mariée était mignonne et avenante, un vrai bijou de femme. Ah, ils ont fait un beau couple dans le temps. Ont-ils été heureux en ménage? Eux? Oui et non, autant qu'on peut le présumer. Car vous pensez bien que nous autres, nous ne vivions pas à peau et à rot avec eux. Madame de Merret était une bonne femme, bien gentille, qui avait peut-être bien à souffrir quelquefois des vivacités de son mari. Mais, quoiqu'un peu fier, nous l'aimions. C'était son état à lui d'être comme ça. Quand on est noble, voyez-vous. Cependant, il a bien fallu quelques catastrophes pour que monsieur et madame de Merret se séparassent violemment. Je n'ai point dit qu'il y ait eu de catastrophe, monsieur. Je n'en sais rien. Bien. Je suis sûr maintenant que vous savez tout. Eh bien, monsieur, je vais tout dire. En voyant monter chez vous monsieur Regnault, j'ai bien pensé qu'il vous parlerait de madame de Merret à propos de la Grande Bretèche. Ça m'a donné l'idée de consulter monsieur, qui me paraît un homme de bon conseil et incapable de trahir une pauvre femme comme moi, qui n'ait jamais fait de mal à personne, et qui se trouve cependant tourmenté par sa conscience. Jusqu'à présent, je n'ai point osé m'ouvrir aux gens de ce pays-ci. Ce sont tous des bavards à langue d'acier. Enfin, monsieur, je n'ai pas encore eu de voyageur qui soit demeuré si longtemps que vous dans mon auberge, et auquel je puisse dire l'histoire des 15 000 francs. Ma chère dame Lepas, lui répondis-je en arrêtant le flux de ses paroles, si votre confidence est de nature à me compromettre, pour tout au monde, je ne voudrais pas en être chargé. Ne craignez rien, dit-elle en m'interrompant. Vous allez voir. Cet empressement me fit croire que je n'étais pas le seul à qui ma bonne aubergiste eût communiqué le secret dont je devais être l'unique dépositaire. Et j'écoutais. « Monsieur, dit-elle, quand l'empereur envoya ici des Espagnols prisonniers de guerre ou autres, j'eus à loger, au compte du gouvernement, un jeune Espagnol envoyé à Vendôme, sur parole. Malgré la parole, il allait tous les jours se montrer au sous-préfet. C'était un grand d'Espagne,
Excusez du peu, il portait un nom en os et en dia, comme Bagos de Férédia. J'ai son nom écrit sur mes registres. Vous pourrez le lire si vous le voulez. Oh, c'était un beau jeune homme pour un Espagnol qu'on dit tous laid. Il n'avait guère que 5 pieds 2 ou 3 pouces. Mais il était bien fait. Il avait de petites mains qu'il soignait. Ah, fallait voir. Il avait autant de brosses pour ses mains qu'une femme en a pour toutes ses toilettes. Il avait de grands cheveux noirs, un œil cuivré, mais qui me plaisait tout de même. Il portait du linge fin comme je n'en ai jamais vu à personne, quoique j'aie logé des princesses, et entre autres le général Bertrand, le duc et la duchesse d'Abrantès, monsieur de Cazes et le roi d'Espagne. Il ne mangeait pas grand-chose. Il avait des manières si polies, si aimables, qu'on ne pouvait pas lui en vouloir. Oh, je l'aimais beaucoup, quoiqu'il ne dît pas 4 paroles par jour, et qu'il fût impossible d'avoir avec lui la moindre conversation. Si on lui parlait, il ne répondait pas. C'était un tic, une manie qu'ils ont tous, à ce qu'on m'a dit. Il lisait son bréviaire comme un prêtre. Il allait à la messe et à tous les offices régulièrement. Où se mettait-il? Nous avons remarqué cela plus tard, à 2 pas de la chapelle de Madame de Merret. Comme il se plaça là dès la première fois qu'il vint à l'église, personne n'imagina qu'il y eût de l'intention dans son fait. D'ailleurs, il ne levait pas le nez de dessus son livre de prière, le pauvre jeune homme. Pour lors, monsieur, le soir il se promenait sur la montagne, dans les ruines du château. C'était son seul amusement à ce pauvre jeune homme. Il se rappelait là son pays. On dit que c'est tout montagne en Espagne. Dès les premiers jours de sa détention, il s'attarda. Je fus inquiète en ne le voyant revenir que sur le coup de minuit, mais nous nous habituâmes tous à sa fantaisie. Il prit la clé de la porte, et nous ne l'attendîmes plus. Il logeait dans la maison que nous avions dans la rue des Casernes. Pour lors, un de nos valets d'écurie nous dit qu'un soir, en allant faire baigner les chevaux, il avait vu le grand d'Espagne, nageant au loin, dans la rivière comme un vrai poisson. Quand il revint, je lui dis de prendre garde aux herbes. Il parut contrarié d'avoir été vu dans l'eau. Enfin, monsieur, un jour, ou plutôt un matin, nous ne le trouvâmes plus dans sa chambre. Il n'était pas revenu. À force de fouiller partout, je vis un écrit dans le tiroir de sa table où il y avait 50 pièces d'or espagnoles, qu'on nomme des portugaises, et qui valaient environ 5 000 francs, puis des diamants pour 10 000 francs, dans une petite boîte cachetée. Son écrit disait donc qu'au cas où il ne reviendrait pas, il nous laissait cet argent et ces diamants à la charge de fonder des messes pour remercier Dieu de son évasion et pour son salut. Dans ce temps-là, j'avais encore mon homme qui courut à sa recherche. Et voilà le drôle de l'histoire. Il rapporta les habits de l'Espagnol qu'il découvrit sous une espèce de pilotis sur le bord de la rivière, du côté du château, à peu près en face de la Grande Bretèche. Mon mari était allé là si matin que personne ne l'avait vu. Il brûla les habits après avoir vu la lettre, et nous avons déclaré, suivant le désir du comte Férédia, qu'il s'était évadé. Le sous-préfet mit toute la gendarmerie à ses trousses, mais, bruste, on ne l'a point rattrapé. Le pas a cru que l'Espagnol s'était noyé. Moi, monsieur, je ne le pense point. Je crois plutôt qu'il est pour quelque chose dans l'affaire de Madame de Merret, vu que Rosalie m'a dit que le crucifix auquel sa maîtresse tenait tant, qu'elle s'est fait ensevelir avec, était d'ébène et d'argent. Or, dans les premiers temps de son séjour, M. Férédia en avait un d'ébène et d'argent que je ne lui ai plus revu. Maintenant, monsieur, n'est-il pas vrai
que je ne dois point avoir de remords des 15 000 francs de l'Espagnol, et qu'ils sont bien à moi? Certainement. Mais vous n'avez pas essayé de questionner Rosalie? Lui dis-je. Oh, si fait, monsieur. Que voulez-vous? Cette fille-là, c'est un mur. Elle sait quelque chose. Mais il est impossible de la faire jaser. Après avoir encore causé pendant un moment avec moi, mon hôtesse me laissa en proie à des pensées vagues et ténébreuses, à une curiosité romanesque, à une terreur religieuse assez semblable au sentiment profond qui nous saisit quand nous entrons à la nuit dans une église sombre où nous apercevons une faible lumière lointaine, sous des arceaux élevés, une figure indécise glisse, un frottement de robe ou de soutane se fait entendre. Nous avons frissonné. La Grande Bretèche et ses hautes herbes, ses fenêtres condamnées, ses ferrements rouillés, ses portes closes, ses appartements déserts, se montra tout à coup fantastiquement devant moi. J'essayais de pénétrer dans cette mystérieuse demeure en y cherchant le nœud de cette solennelle histoire, le drame qui avait tué 3 personnes. Rosalie fut à mes yeux l'être le plus intéressant de Vendôme. Je découvris, en l'examinant, les traces d'une pensée intime, malgré la santé brillante qui éclatait sur son visage potelé. Il y avait chez elle un principe de remords ou d'espérance. Son attitude annonçait un secret, comme celle des dévotes qui prient avec excès, ou celle de la fille infanticide qui entend toujours le dernier cri de son enfant. Sa pose était cependant naïve et grossière. Son niais sourire n'avait rien de criminel, et vous l'eussiez jugée innocente, rien qu'à voir le grand mouchoir à carreaux rouges et bleus qui recouvrait son buste vigoureux, encadré, serré, ficelé par une robe à raies blanches et violettes. Non, pensai-je, je ne quitterai pas Vendôme sans savoir toute l'histoire de la Grande Bretèche. Pour arriver à mes fins, je deviendrai l'ami de Rosalie, s'il le faut absolument. Rosalie, lui dis-je un soir, plaît-il, monsieur? Vous n'êtes pas marié? Elle tressaillit légèrement. Oh, je ne manquerai point d'homme quand la fantaisie d'être malheureuse me prendra, dit-elle en riant. Elle se remit promptement de son émotion intérieure, car toutes les femmes, depuis la grande dame jusqu'aux servantes d'auberge inclusivement, ont un sang froid qui leur est particulier. Vous êtes assez fraîche, assez appétissante pour ne pas manquer d'amoureux. Mais, dites-moi, Rosalie, pourquoi vous êtes-vous faite servante d'auberge en quittant Madame de Merret? Est-ce qu'elle ne vous a pas laissé quelque rente? Oh, que si. Mais monsieur, ma place est la meilleure de tout Vendôme. Cette réponse était une de celles que les juges et les avoués nomment dilatoires. Rosalie me paraissait située dans cette histoire romanesque comme la case qui se trouve au milieu d'un damier. Elle était au centre même de l'intérêt et de la vérité. Elle me semblait nouée dans un nœud. Ce ne fut plus une séduction ordinaire à tenter. Il y avait dans cette fille le dernier chapitre d'un roman. Aussi, dès ce moment, Rosalie devint-elle l'objet de ma prédilection. À force d'étudier cette fille, je remarquai chez elle, comme chez toutes les femmes de qui nous faisons notre pensée principale, une foule de qualités. Elle était propre, soigneuse. Elle eut bientôt tous les attraits que notre désir prête aux femmes, dans quelque situation qu'elles puissent être. 15 jours après la visite du notaire, un soir, ou plutôt un matin, car il était de très bonne heure, je dis à Rosalie, « Raconte-moi donc tout ce que tu sais sur Madame de Merret. »« Oh !» répondit-elle avec terreur, « ne me demandez pas cela, monsieur Horace. » Sa belle figure se rembrunit, ses couleurs vives et animées pâlirent, et ses yeux n'eurent plus leur innocent éclat humide. « Eh, bien, reprit-elle, puisque vous le voulez, je vous le dirai, mais gardez-moi bien le secret. Va, ma pauvre fille,
Je garderai tous les secrets avec une probité de voleur. C'est la plus loyale qui existe. Si cela vous est égal, me dit-elle, j'aime mieux que ce soit avec la vôtre. Là-dessus, elle ragréa son foulard et se posa pour compter. Car il y a certes une attitude de confiance et de sécurité nécessaire pour faire un récit. Les meilleures narrations se disent à une certaine heure. Personne n'a rien compté debout ou à jeun. Mais s'il fallait reproduire fidèlement la diffuse éloquence de Rosalie, un volume entier suffirait à peine. Or, comme l'événement dont elle me donna la confuse connaissance se trouve placé entre le bavardage du notaire et celui de Madame Lepasse, aussi exactement que les moyens termes d'une proportion arithmétique le sont entre leurs deux extrêmes, je n'ai plus qu'à vous le dire en peu de mots. J'abrège donc. La chambre que Madame de Merret occupait à la Bretèche était située au rez-de-chaussée. Un petit cabinet de 4 pieds de profondeur environ, pratiqué dans l'intérieur du mur, lui servait de garde-robe. 3 mois avant la soirée dont je vais vous raconter les faits, Madame de Merret avait été assez sérieusement indisposée pour que son mari la laissât seule chez elle, et il couchait dans une chambre au 1er étage. Par un de ces hasards impossibles à prévoir, il revint, ce soir-là, 2 heures plus tard que de coutume du cercle, où il allait lire les journaux et causer politique avec les habitants du pays. Sa femme le croyait rentré, couché, endormi. Mais l'invasion de la France avait été l'objet d'une discussion fort animée. La partie de billard s'était échauffée, il avait perdu 40 francs, somme énorme à Vendôme, où tout le monde thésaurise, et où les mœurs sont contenues dans les cornes d'une modestie digne d'éloge, qui peut-être devient la source d'un bonheur vrai, dont ne se soucie aucun Parisien. Depuis quelque temps, M. de Merret se contentait de demander à Rosalie si sa femme était couchée. Sur la réponse toujours affirmative de cette fille, il allait immédiatement chez lui, avec cette bonhomie qu'enfantent l'habitude et la confiance. En rentrant, il lui prit fantaisie de se rendre chez Madame de Merret pour lui conter sa mésaventure, peut-être aussi pour s'en consoler. Pendant le dîner, il avait trouvé Madame de Merret fort coquettement mise. Il se disait en allant du cercle chez lui que sa femme ne souffrait plus, que sa convalescence l'avait embellie, et il s'en apercevait comme les maris s'aperçoivent de tout, un peu tard. Au lieu d'appeler Rosalie qui dans ce moment était occupée dans la cuisine, à voir la cuisinière et le cocher jouant un coup difficile de la brisque, M. de Merret se dirigea vers la chambre de sa femme, à la lueur de son falot qu'il avait déposé sur la première marche de l'escalier. Son pas facile à reconnaître retentissait sur les voûtes du corridor. Au moment où le gentilhomme toucha la clé de la chambre de sa femme, il crut entendre fermer la porte du cabinet dont je vous ai parlé. Mais, quand il entra, Madame de Merret était seule, debout, devant la cheminée. Le mari pensa naïvement en lui-même que Rosalie était dans le cabinet. Cependant, un soupçon qui lui tinta dans l'oreille avec un bruit de cloche le mit en défiance. Il regarda sa femme et lui trouva dans les yeux je ne sais quoi de trouble et de fauve. « Vous rentrez bien tard ?» dit-elle. Cette voix ordinairement si pure et si gracieuse lui parut légèrement altérée. M. de Merret ne répondit rien, car en ce moment, Rosalie entra. Ce fut un coup de foudre pour lui. Il se promena dans la chambre, en allant d'une fenêtre à l'autre par un mouvement uniforme et les bras croisés. « Avez-vous appris quelque chose de triste, ou souffrez-vous » lui demanda timidement sa femme pendant que Rosalie la déshabillait. Il garda le silence. « Retirez-vous, » dit Madame de Merret à sa femme de chambre. « Je mettrai mes papillotes moi-même. » Elle devina quelque malheur au seul aspect de la figure de son mari, et voulut être seule avec lui. Lorsque Rosalie fut partie, ou censée partie, car elle resta pendant quelques instants dans le corridor, M. de Merret vint se placer devant sa femme et lui dit froidement
« Madame, il y a quelqu'un dans votre cabinet. » Elle regarda son mari d'un air calme et lui répondit avec simplicité « Non, monsieur. » Ce non navra monsieur de Merret. Il n'y croyait pas. Et pourtant jamais sa femme ne lui avait paru ni plus pure, ni plus religieuse, qu'elle semblait l'être en ce moment. Il se leva pour aller ouvrir le cabinet. Madame de Merret le prit par la main, l'arrêta, le regarda d'un air mélancolique et lui dit d'une voix singulièrement émue « Si vous ne trouvez personne, songez que tout sera fini entre nous. » L'incroyable dignité, empreinte dans l'attitude de sa femme, rendit au gentilhomme une profonde estime pour elle et lui inspira une de ces résolutions auxquelles ne manque plus qu'un vaste théâtre pour devenir immortel, et lui inspira une de ces résolutions auxquelles ne manque plus qu'un vaste théâtre pour devenir immortel. « Non, dit-il, Joséphine, je n'irai pas. Dans l'un et l'autre cas, nous serions séparés, à jamais. Écoute, je connais toute la pureté de ton âme et sais que tu mènes une vie sainte. Tu ne voudrais pas commettre un péché mortel aux dépens de ta vie. » À ces mots, Madame de Merret regarda son mari d'un œil hagard. « Tiens, voici ton crucifix, » ajouta cet homme. « Jure-moi devant Dieu qu'il n'y a là personne. Je te croirai. Je n'ouvrirai jamais cette porte. » Madame de Merret prit le crucifix et dit « Je le jure. »« Plus haut, » dit le mari, et répète « Je jure devant Dieu qu'il n'y a personne dans ce cabinet. » Elle répéta la phrase sans se troubler. « C'est bien, » dit froidement monsieur de Merret. Après un moment de silence, « Vous avez une bien belle chose que je ne connaissais pas, » dit-il, en examinant ce crucifix en ébène incrusté d'argent et très artistement sculpté. « Je l'ai trouvé chez Duvivier, qui, lorsque cette troupe de prisonniers passa par Vendôme l'année dernière, l'avait acheté d'un religieux espagnol. »« Ah !» dit monsieur de Merret en remettant le crucifix au clou, et il sonna. Rosalie ne se fit pas attendre. Monsieur de Merret alla vivement à sa rencontre, l'emmena dans l'embrasure de la fenêtre qui donnait dans le jardin. Elle lui dit à voix basse « Je sais que Gorenflot veut t'épouser. La pauvreté seule vous empêche de vous mettre en ménage, et tu lui as dit que tu ne serais pas sa femme s'il ne trouvait moyen de se rendre maître maçon. Eh bien, va le chercher. Dis-lui de venir ici avec sa truelle et ses outils. Fais en sorte de n'éveiller que lui dans sa maison. Sa fortune passera vos désirs. Surtout sors d'ici sans jaser. Sinon, » il fronça le sourcil. Rosalie partit. Il la rappela. « Tiens, prends mon passe-partout, » dit-il. « Jean !» cria monsieur de Merret d'une voix tonnante dans le corridor. Jean, qui était tout à la fois son cocher et son homme de confiance, quitta sa partie de brisque et vint. « Allez vous coucher tous, » lui dit son maître en lui faisant signe de s'approcher. Et le gentilhomme ajouta, mais à voix basse, « Lorsqu'ils seront tous endormis, entends-tu bien, tu descendras m'en prévenir. » Monsieur de Merret, qui n'avait pas perdu de vue sa femme, tout en donnant des ordres, revint tranquillement auprès d'elle devant le feu et se mit à lui raconter les événements de la partie de billard et les discussions du cercle. Lorsque Rosalie fut de retour, elle trouvait monsieur et madame de Merret causant très amicalement. Le gentilhomme avait récemment fait plafonner toutes les pièces qui composaient de son appartement des réceptions, au rez-de-chaussée. Le plâtre est fort rare à Vendôme. Le transport en augmente beaucoup le prix. Le gentilhomme en avait fait donc venir une assez grande quantité, sachant qu'il trouverait toujours bien des acheteurs pour ce qui lui resterait. Cette circonstance lui inspira le dessein qu'il mit à exécution. « Monsieur, Gorenflot est là, » dit Rosalie à voix basse.
Qu'il entre, répondit tout haut le gentilhomme Picard. Madame de Merret pâlit légèrement en voyant le maçon. Gorenflot, dit le mari, va prendre des briques sous la remise et apporte-en assez pour murer la porte de ce cabinet. Tu te serviras du plâtre qui me reste pour enduire le mur. Puis, attirant à lui Rosalie et l'ouvrier. « Écoute, Gorenflot, dit-il à voix basse, tu coucheras ici cette nuit, mais demain matin tu auras un passeport pour aller en pays étranger dans une ville que je t'indiquerai. Je te remettrai 6 000 francs pour ton voyage. Tu demeureras 10 ans dans cette ville. Si tu ne t'y plaisais pas, tu pourrais t'établir dans une autre, pourvu que ce soit au même pays. Tu passeras par Paris, où tu m'attendras. Là, je t'assurerai par un contrat 6 autres 1 000 francs qui te seront payés à ton retour, au cas où tu aurais rempli les conditions de notre marché. À ce prix, tu devras garder le plus profond silence sur ce que tu auras fait ici, cette nuit. Quant à toi, Rosalie, je te donnerai 10 000 francs qui ne te seront comptés que le jour de tes noces, et à condition d'épouser Gorenflot. Mais pour vous marier, il faut se taire. Sinon, plus de dot. « Rosalie, dit Madame de Merret, venez me coiffer. » Le mari se promena tranquillement de long en large, en surveillant la porte, le maçon et sa femme, mais sans laisser paraître une défiance injurieuse. Gorenflot fut bien obligé de faire du bruit. Madame de Merret saisit un moment où l'ouvrier déchargeait des briques, et où son mari se trouvait au bout de la chambre pour dire à Rosalie « 1 000 francs de rente pour toi, ma chère enfant, si tu peux dire à Gorenflot de laisser une crevasse en bas. » Puis tout haut, elle lui dit avec sang-froid « Va donc l'aider. » Monsieur et Madame Merret restèrent silencieux pendant tout le temps que Gorenflot mit à murer la porte. Ce silence était calcul chez le mari, qui ne voulait pas fournir à sa femme le prétexte de jeter des paroles à double entente, et chez Madame de Merret ce fut prudence ou fierté. Quand le mur fut à moitié de son élévation, le rusé maçon prit un moment où le gentilhomme avait le dos tourné pour donner un coup de pioche dans l'une des 2 vitres de la porte. Cette action fit comprendre à Madame de Merret que Rosalie avait parlé à Gorenflot. Tous trois virent alors une figure d'homme, sombre et brune, des cheveux noirs, un regard de feu. Avant que son mari se fût retourné, la pauvre femme eut le temps de faire un signe de tête à l'étranger, pour qui ce signe voulait dire « espérer ». À 4 heures, vers le petit jour, car on était au mois de septembre, la construction fut achevée. Le maçon resta sous la garde de Jean, et M. de Merret coucha dans la chambre de sa femme. Le lendemain matin, en se levant, il dit avec insouciance « Ah, diable, il faut que j'aille à la mairie pour le passeport. » Il mit son chapeau sur sa tête, fit 3 pas vers la porte, se ravisa, prit le crucifix. Sa femme tressaillit de bonheur. « Il ira chez Duvivier », pensa-t-elle. Aussitôt que le gentilhomme fut sorti, Madame de Merret sonna Rosalie, puis d'une voix terrible « La pioche, la pioche !» s'écria-t-elle. « Et à l'ouvrage. J'ai vu hier comment Gorenflot s'y prenait. Nous aurons le temps d'y faire un trou et de le reboucher. » En un clin d'œil, Rosalie apporta une espèce de merlin à sa maîtresse qui, avec une ardeur dont rien ne pourrait donner une idée, se mit à démolir le mur. Elle avait déjà fait sauter quelques briques, lorsqu'en prenant son élan pour appliquer un coup encore plus vigoureux que les autres, elle vit M. de Merret derrière elle. Elle s'évanouit. « Mettez madame sur son lit », dit froidement le gentilhomme. Prévoyant ce qui devait arriver pendant son absence, il avait tendu un piège à sa femme. Il avait tout bonnement écrit au maire et envoyé chercher Duvivier. Le bijoutier arriva au moment où le désordre de l'appartement venait d'être réparé. « Duvivier » lui demanda le gentilhomme. « N'avez-vous pas acheté des crucifix aux Espagnols qui ont passé par ici ?»« Non, monsieur. »« Bien, je vous remercie.
dit-il, en échangeant avec sa femme un regard de tigre. « Jean, ajouta-t-il en se tournant vers son valet de confiance, vous ferez servir mes repas dans la chambre de Madame de Merret. Elle est malade, et je ne la quitterai pas qu'elle ne soit rétablie. » Le cruel gentilhomme resta 20 jours près de sa femme. Durant les derniers moments, quand il se faisait quelque bruit dans le cabinet muré, et que Joséphine voulait l'implorer pour l'inconnu mourant, il lui répondait sans lui permettre de dire un seul mot. « Vous avez juré, sur la croix, qu'il n'y avait là personne. » Honoré de Balzac, 1799-1850. Faut-il s'étonner de trouver ici l'auteur de la condition humaine? Ferragus, une ténébreuse affaire, et 10 autres récits ne recelaient-ils pas maints éléments policiers? Balzac lui-même n'affirmait-il pas que le vrai sujet de splendeur et misère des courtisanes était le duel entre le policier et le criminel? On a souvent répété que Vautrin empruntait énormément à un modèle nommé Vidocq, à qui devront beaucoup aussi Victor Hugo, Eugène Sue et Alexandre Dumas, mais on est encore loin de la vérité. Jean Savant a brillamment montré que la personnalité de Vidocq envahit l'œuvre de Balzac, cité nommément dans plusieurs textes, dont Ferragus, mais présenté aussi sous les noms d'emprunt de Vautrin, de Saint-Estève, de Jules, de Duportail, de Corentin, de Bibi Lupin, de Malpertuis, et d'autres encore. Même la Grande Bretèche lui est redevable, puisque Balzac a pour l'occasion prêté les traits de Vidocq au narrateur, Bianchon. La Grande Bretèche, une des œuvres les plus courtes de Balzac, a connu cependant une histoire mouvementée, simple fragment d'une nouvelle intitulée « Le Conseil ». Elle parut d'abord en mai 1832, dans le tome 3 de la seconde édition de Scènes de la vie privée, avant de trouver son titre en février 1837 dans le tome 3 de la vie de province, flanqué de 2 autres récits. Il faudra attendre 1845 pour qu'elle prenne sa forme définitive. Construction destinée au Moyen-Âge à renforcer un ouvrage fortifié, la bretèche de Balzac se dressait à Portillon sur les bords de la Loire, et l'écrivain l'avait longuement contemplée lors d'un séjour, à l'été 1830. Ce n'est d'ailleurs pas le seul souvenir qu'il utilisera dans ce drame particulièrement noir. Dans une première mouture de son récit, le jeune Balzac avait commencé par écrire « C'était un grand diable d'Espagnol. Il portait un nom en os ou en dia, comme Bagos de Férédia. » Quand on se rappelle qu'un des amants de la mère de Balzac, de 30 ans plus jeune que son mari, s'appelait Ferdinand Heredia, et que le nombre des œuvres de jeunesse aborde le thème de la femme adultère punie, on ne peut que s'interroger sur la morale de la Grande Bretèche.